Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre étude va porter sur les 10 principes de l'économie. En fait, il s'agit de principes dont la majorité d'économies se sont mis d'accord pour analyser les problèmes liés à la question centrale de l'économie, à la notion d'arbitrage, à la notion de coût d'opportunité, au raisonnement à la marge, à la motivation du comportement des individus, au bénéfice de l'échange, au rôle du marché et aux déterminants de quelques tendances dans l'économie. Ces principes, qui sont au nombre de 10, sont regroupés en 3 catégories. La première catégorie nous parle du processus de la prise de décision. Là, nous avons le principe 1 au principe 4. La deuxième catégorie nous parle de l'interaction entre les individus. Là-bas, nous avons du principe 5 au principe 7. Et la troisième catégorie nous parle du fonctionnement de l'économie. Là-bas, c'est du principe 8 au principe 10. Sans tarder, nous allons attaquer la première catégorie qui nous parle du processus de la prise de décision. Là-bas, nous commençons avec le principe 1 qui dit ceci. Les individus font face à des arbitrages. Arbitrage en anglais veut dire trade-off. Cela signifie que les individus font face aux choix alternatifs. C'est-à-dire, pour obtenir quelque chose que vous aimez, vous devez sacrifier quelque chose d'autre que vous aimez également. C'est là l'idée de l'arbitrage ou le choix entre plusieurs alternatives. Je prends un exemple. Vous avez fait vos économies pendant au moins un temps quelconque, lorsque vous étiez en train de travailler. Vous vous rendez à la banque pour vérifier que le solde fait combien, ou soit la somme est maintenant de combien. Vous trouvez que non, vous avez par exemple, je peux prendre l'exemple de 5 000 $. Vous voyez, avec les 5 000 $ là, vous avez maintenant beaucoup d'idées qui vous viennent dans la tête. Tantôt, vous raisonnez que non, je peux m'acheter un véhicule pour mes transports et celle de ma famille. Ou soit vous raisonnez que non, avec les 5 000 $ ici, je peux, comme je suis en congé, je peux aller faire un tour en Europe. Ou soit je peux aller passer mes vacances en Europe. Vous vous retrouvez devant des alternatives qu'il faut maintenant faire, qu'il faut maintenant choisir. Ou soit faire l'arbitrage. C'est ça en fait ce qui veut dire ce principe ici. C'est pareil aussi pour le niveau national. Les choix qui se trouvent là-bas, l'État est en train de raisonner par exemple sur le budget. Il dit que non, le budget ici, je peux affecter ça pour la défense nationale. En même temps, l'idée vient que non, avec ce budget, je peux améliorer le niveau de vie de la population. Il se fait encore dans des alternatives où il faut qu'il y ait des choix. C'est pareil. Les choix entre l'efficience et l'équité. Ici, lorsque je parle d'efficience, c'est la capacité d'atteindre l'objectif avec des moyens qui sont réduits. J'avais déjà expliqué ça dans nos vidéos précédentes. L'efficience ici signifie que on vous a par exemple donné 10 000 $ pour gérer l'entreprise. Vous constatez que vous avez bien géré l'entreprise pendant au moins une année, mais avec 8 000 $. Vous avez atteint l'objectif même de l'entreprise, mais avec les coûts qui sont réduits. Au lieu de dépenser 10 000 qu'on vous a donné, vous avez dépensé 8 000. C'est ça la notion d'efficience, qui est différente avec la notion d'efficacité. L'efficacité signifie la capacité d'atteindre l'objectif avec les moyens qui sont mis à votre disposition. Ça veut dire, on vous a donné 10 000 $ pour gérer l'entreprise pendant une année.
vous gérez bien l'entreprise, vous atteignez l'objectif avec les 10 000 $. Là, on vous dit vous êtes efficace. Par contre, il faut aussi même être efficient. Ça veut dire, vous consommez, mais avec les moyens qui sont réduits, avec les ressources qui sont réduites. Il y a aussi la notion d'équité. Équité ici, ça veut dire la capacité de distribuer les ressources économiques d'une manière équitable, différent de l'égalité. Si je peux prendre l'exemple, j'ai dit ceci. Il y a des familles dont on doit remettre l'allocation familiale. Il y a des familles. La première famille a au moins 7 enfants. Et la deuxième famille a 3 enfants. L'équité consiste à remettre plus à celui qui a 7 enfants et remettre un peu moins à celui qui a 3 enfants. Ça, c'est le partage qui est équitable. Comme il a beaucoup d'enfants, on lui donne plus. Et comme il a peu d'enfants, on lui donne un peu, on réduit. Différent avec l'égalité. L'égalité, ça veut dire lorsque vous avez 1000, il y a 2 familles, vous allez donner 500, 500. C'est ça l'égalité. Mais l'équité signifie donner d'une manière qui est équitable. Que celui qui va partir, qui a beaucoup d'enfants, puisse voir que non, j'en ai beaucoup, ça va m'aider. Et celui aussi qui va aller là-bas voir que non, par rapport au nombre de mes enfants, ça va m'aider. Par contre, si vous appliquez la notion d'équité pour donner 50-50, celui-ci va aller en disant, en tout cas, moi j'ai beaucoup d'enfants, je n'ai pas eu ce qu'il fallait. Il va commencer à s'inquiéter. C'est ça en fait, c'est que ce principe ici va essayer de nous dire. Deuxième principe dit ceci. Le coût de quelque chose, c'est ce que vous abandonnez pour l'avoir. Le coût de quelque chose, c'est ce que vous abandonnez pour l'avoir. Ici, ça veut dire quoi? Les individus doivent prendre en compte les coûts d'opportunité qui accompagnent leurs décisions. Le coût d'opportunité d'une chose représente ce que vous devez abandonner pour avoir la chose en question. C'est ça ce qu'on appelle coût d'opportunité. Cette notion est très importante parce que les individus font de l'arbitrage entre plusieurs actions qui se présentent, ou soit entre plusieurs actions possibles à mener. Prenons un exemple. Un étudiant à l'université, qu'est-ce qu'il a comme coût d'opportunité? Il y a d'abord les frais académiques, il y a aussi les frais pour achat de supports ou soit des livres. Mais il y a aussi les salaires que vous devriez gagner si vous aviez un travail au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller à l'université plutôt. Les salaires là que vous deviez gagner si vous avez un travail représentent aussi ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est ça un peu ce que ce principe veut nous parler. Nous passons au troisième principe. Les individus rationnels raisonnent à la marge. Les individus rationnels raisonnent à la marge. Ici, l'économiste utilise l'expression changements marginaux pour décrire les petits ajustements croissants à un plan d'action qui existe. Ça veut dire les individus et les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions s'ils raisonnent à la marge. Je donne un exemple. Lorsqu'un ami vous invite à un buffet, la décision à laquelle vous faites face n'est pas entre gêner à sec ou avaler une tonne d'aliments. Non, non. Par contre, vous devez vous décider si vous devez prendre un plat additionnel d'aliments. C'est ça le raisonnement à la marge. Qu'est-ce que je vais gagner en l'accompagnant dans un restaurant, par exemple? Je prends un autre exemple pour encore éclairer la lanterne. Il y a une compagnie d'aviation qui veut voyager. L'avion, ou soit de l'aéronef, a au moins 20 places. La compagnie se voit avec le billet de 18 places. Il manque encore le billet de 2 places. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clients à ce moment-là pour payer pour les 2 places qui restent. Mais
tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui dit non, en tout cas, moi, je dois aussi voyager avec votre avion ici, mais voici, je n'ai pas 500 dollars qui est le coût du billet, mais j'ai quand même 300 dollars. Automatiquement, vous allez prendre. Vous allez prendre pourquoi? Parce que vous avez constaté que c'est un plus de ce que vous avez. Vous allez constater que non, c'est quelque chose d'addition. Si vous refusez automatiquement, vous allez voir que non, vous allez essayer un peu de perdre. C'est comme ça on dit que les individus raisonnent à la marge. Ils voient que non, il y a quand même ça additionnel, automatiquement ils se décident. Automatiquement, ils se décident de prendre les clients. Nous passons à notre quatrième principe. Le principe dit que les individus répondent aux motivations. Les individus répondent aux motivations. Cela veut dire quoi? Parce que les individus prennent des décisions en comparant le coût et le bénéfice, leur comportement peut changer lorsque le coût et le bénéfice changent. Prenons seulement l'exemple de l'avion là. Vous allez voir que non, les gestionnaires, les responsables de la compagnie a changé de décision pour prendre les 300 dollars lorsqu'il a vu que non, j'ai quand même des bénéfices. C'est ça en fait ce que ce principe vient appuyer notre principe 3. Je prends un autre exemple pour ces quatrième principes ici. Vous avez besoin d'un fer à repasser. Vous vous retrouvez devant deux supermarchés qui sont Galaxy et Swissmart. Je ne fais pas les publicités, c'est juste un exemple. Alors, vous allez chez Galaxy, vous voyez que non, le fer à repasser, c'est 50 000 francs. Vous dites que non, je compare un peu avec Swissmart. Vous allez chez Swissmart, vous voyez que non, le fer à repasser, c'est 49 900 francs. L'idée qui vous vient dans la tête directement, que non, je peux acheter chez Swissmart, comme c'est la même catégorie de fer, c'est la même marque. Automatiquement, vous décidez. Vous décidez, qu'est-ce qui a poussé à vous décider? C'est parce que vous avez vu que non, là-bas, c'est un peu, il y a une différence de plus. Et ici, c'est un peu moins. C'est comme ça, les individus raisonnent. Mais les gestionnaires d'entreprise, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient que non, ils voient Galaxy, c'est un peu plus. Chez moi, je diminue un peu. Lorsque les gens vont venir nombreux, ils seront poussés à acheter. Ils seront motivés pour acheter chez moi. Le fait d'acheter là, j'ai maintenant des bénéfices. C'est comme ça même les gestionnaires d'entreprise essayent de raisonner. Et il y a même d'autres qui peuvent parler de la technique de commerce. C'est ça ce que ce principe veut nous dire. Nous passons à notre deuxième catégorie de principes qui parle de l'interaction entre les individus. Interaction entre individus. Ça, c'est notre deuxième catégorie. Là-bas, nous avons le principe 5. Le principe 5. Qu'est-ce que le principe 5 dit? L'échange peut profiter à chaque individu. L'échange peut profiter à chaque individu. Ça veut dire quoi? L'échange entre les nations n'est pas à comparer avec une compétition sportive. Pour la compétition sportive, il y a un gagnant et un perdant. Ce n'est pas comparé avec l'échange dont il est question ici. Ici, la famille et la nation bénéficient de leur capacité à échanger avec les autres, avec d'autres États. L'échange permet aux individus de se spécialiser dans les activités dans lesquelles ils sont mieux performants et acheter une variété large de biens et services à moindre coût. L'échange. Les activités mieux performantes, nous avons par exemple l'agriculture, nous avons la construction, nous avons l'élevage, etc., etc. L'échange profite. Avec l'échange, il y a des coûts qui sont un peu bas. Vous allez échanger sans problème. L'échange ici permet au pays de se spécialiser dans les domaines de production ou de meilleures performances et profite d'une grande variété de biens et services. Je répète, l'échange permet au pays de se spécialiser dans les domaines de la production ou
ils ont de meilleures performances et profitent d'une grande variété de biens et de services. Ici, il faut savoir qu'aucun pays ne peut améliorer sa situation en s'isolant du reste du monde. Non, tu ne peux pas changer ta situation en étant seul. Il faut quand même faire qu'il y ait quand même les échanges. Vous savez, pour ceux qui vivent au niveau du frontière du pays, vous avez la ville ici, par exemple, Kamako et la ville ici de l'Angola, j'ai même oublié le nom. Au niveau de Kamako, là, il y a l'échange des produits qui viennent de l'Angola, qui entrent en RDC, et nos produits de la RDC vers l'Angola. Et vous allez, si vous demandez aux gens qui sont là-bas, ils vous disent que non, le produit là de l'Angola, c'est moins cher. Pareil aussi pour les gens qui sont en Angola. Ils vont vous dire que non, la RDC vend les produits qui sont, dont les coûts sont bas. C'est ça. Ça veut dire, toujours par rapport à l'échange, il y a tous les participants, soit tous les partenaires sont gagnants. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. Non, non, par rapport à ce principe, non. Nous passons à notre sixième principe, qui dit ceci. Les marchés sont un bon moyen d'organiser l'activité économique. Ça, c'est le principe 6. Les marchés sont un bon moyen d'organiser l'activité économique. Ça veut dire quoi? Les décisions des individus et des entreprises sont prises dans le cadre de l'économie du marché. Les décisions sont guidées par le prix et la recherche du bien-être individuel. Les ménages et les entreprises interagissent sur le marché, agissant comme s'il était conduit par une main invisible qu'Adam Smith nous avait parlé dans les cours de management ou soit les cours d'économie. Ça veut dire qu'il y a la notion de main invisible qui intervient là-bas. Cela veut dire quoi? Le prix joue un rôle important. Il guide les décideurs individuels à atteindre les résultats qui maximisent le bien-être de la société dans son ensemble. Il y a ici la notion du bien-être universel. C'est ça, c'est que ce principe ici vient nous dire, qui est en train de dégager ta sueur, mais pour tout le monde. Le bien-être universel. Nous passons à notre septième principe. Qu'est-ce que le septième principe dit? Le gouvernement peut quelquefois améliorer les résultats du marché. Le gouvernement peut quelquefois améliorer le résultat du marché. Il arrive qu'un marché se trouve dans une situation où il n'est pas en mesure d'allouer par lui-même les ressources de manière efficiente. Là, nous faisons appel à la défaillance du marché. D'ailleurs, les causes possibles de la défaillance du marché est qu'il y a d'abord l'externalité et les pouvoirs du marché. L'externalité ici, c'est l'impact de l'action d'une personne sur le bien-être d'une autre personne de façon soit positive ou soit négative. Et je donne l'exemple des gens qui sont tout autour de l'usine ici, Pain Victoire. En tout cas, ces gens-là, je vous dis bien, mes frères, ces gens-là respirent l'odeur. Là-bas, il n'y a que l'odeur de Pain Victoire, là-bas. Ça peut aussi influencer sur la santé. C'est ça ce qu'on appelle l'externalité, mais qui a de l'impact négatif. Il y a par exemple l'entreprise qui fait dégager les fumées partout là. Vous respirez des fumées. Automatiquement, cet impact-là, en tout cas, c'est négatif. C'est ça ce que ce principe veut nous dire. Le gouvernement peut intervenir pour corriger la défaillance du marché. Le gouvernement peut intervenir ici pour corriger même cette notion de la défaillance du marché. Ici, il y a même la notion de
la notion du rôle de l'État dans une économie. Rôle de l'État dans une économie. Il faut voir que non, l'État est régulateur. L'État qui trouve par exemple les entreprises qui sont en situation de monopole, l'État doit agir pour qu'il y ait la concurrence. C'est ça même ce que le principe ici veut nous dire. Nous passons à notre dernière catégorie de principe, la catégorie qui parle de fonctionnement, du fonctionnement de l'économie comme un tout. Le fonctionnement de l'économie comme un tout. Ici, nous commençons avec le 8e principe. Ici, le 8e principe dit ceci. Le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité de produire de biens et de services. Le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité de produire de biens et de services. Il faut savoir qu'il existe des différences très importantes au niveau de vie entre le pays développé et d'autres pays qu'on appelle les pays moins développés ou soit les pays en voie de développement. Ça dépend des termes que vous allez utiliser. Il y a toujours des différences. Ces différences sont essentiellement attribuables aux différences dans la productivité. La productivité ici, c'est la quantité de biens et services produits par unité du temps pour un pays. La quantité de biens et services produits par unité du temps par un travailleur. Le pays où les travailleurs sont plus productifs profitent d'un niveau de vie qui est plus élevé que ceux dont les travailleurs sont moins productifs. C'est ça en fait ce que ce principe ici veut nous dire. Ça veut dire l'implication des liens entre la productivité et le niveau de vie d'une population en termes de politique publique. Ça veut dire pour qu'un pays puisse élever le niveau de vie de sa population, en tout cas le pays doit beaucoup produire. C'est en fait ce que ce principe veut nous dire. Si un pays produit plus, en tout cas vous allez voir que non, même le niveau de sa population, le niveau de l'économie, en tout cas, est vraiment élevé. Nous passons au 8e principe. Le 8e principe dit ceci. Le prix augmente lorsque le gouvernement imprime trop de la monnaie. Ici, il faut savoir quoi. Je reprends le principe. Le prix augmente lorsque le gouvernement imprime trop de la monnaie. Il faut savoir que dans la plupart des temps, la croissance de la monnaie est la principale cause de l'augmentation du prix. Ici, c'est la notion d'inflation. Le planche à billets, on frappe la monnaie automatiquement, ça va encore faire qu'il y ait l'augmentation du prix. C'est la situation que nous sommes en train de traverser avec la pandémie des coronavirus ici. C'est la situation que nous sommes en train de traverser ici. Vous savez, avec le coronavirus, les entreprises sont fermées, il y a confinement, il n'y a pas d'activité, l'État n'a pas vraiment des moyens pour payer le personnel, les fonctionnaires et autres. L'État va recourir aux planches à billets. L'État va imprimer le billet. En imprimant les billets, il y a automatiquement les influences sur le marché. Il y a l'augmentation du prix. Les gens s'inquiètent. Les dollars aujourd'hui, c'est 20 000 francs. 10 dollars, 20 000 francs. Avant, c'était 10 dollars, 100 000 francs. Maintenant, c'est x2. C'est maintenant 20 000 francs. L'argent n'a pas encore de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Vous voyez? C'est ça même ce que ce principe ici est en train de nous dire. Nous sommes en train de traverser des situations difficiles, dues à l'impression de la monnaie. C'est ça. Espérons que les choses vont changer. Nous passons au 10e principe. Le principe 10. Je lis d'abord ça.
La société fait face à un arbitrage à court terme entre inflation et chômage. La société fait face à un arbitrage à court terme entre inflation et le chômage. Sachez qu'il existe un lien entre inflation et le niveau de chômage. La réduction de l'inflation cause la hausse temporaire du chômage. Il y a des liens. Lorsque le chômage diminue, il y a augmentation de l'inflation. Lorsque aussi l'inflation diminue, il y a les taux de chômage qui augmentent. Il y a un lien. Et la courbe plutôt qui est en train d'illustrer ces liens-là est appelée la courbe de Phillips. Nous allons revenir dans nos vidéos futures pour parler de cette courbe ici, en attendant qu'on puisse réunir tous les matériels qu'il faut pour une bonne diffusion de nos vidéos. Bien que cette courbe soit sujet d'une controverse entre des économistes, mais la plupart des économistes s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il existe un arbitrage entre inflation et le taux de chômage. Nous sommes presque à la fin de notre vidéo. En fait, je vous demande de retenir aussi la conclusion. C'est comme des bonus. La conclusion sur chaque principe. Nous avons du principe. Alors, j'ai essayé encore de faire une conclusion qui est d'une phrase par rapport à chaque principe. C'est important de comprendre encore ces conclusions ici. Nous commençons avec le principe 1. Qu'est-ce que le principe 1 veut nous dire? Il faut savoir que quand les individus prennent des décisions, ils doivent faire des choix. C'est ça ce que le principe 1 dit. Quand les individus prennent des décisions, ils doivent faire des choix. Miette. Deuxième principe, qu'est-ce que le deuxième principe dit? Le coût de chaque action est mesuré en termes d'opportunités non prises. Le coût de chaque action que nous allons entreprendre est mesuré en termes d'opportunités non prises. Le troisième principe, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, ou soit les individus rationnels, prennent des décisions en comparant le bénéfice et les coûts marginaux. Ça veut dire qu'il y a comparaison d'abord de bénéfices et de coûts marginaux pour se décider. Quatrième principe, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière synthétique? Les gens changent leur comportement en réponse aux incitations qu'ils reçoivent. Les gens changent leur comportement en réponse aux incitations qu'ils reçoivent. C'est ça ce que le quatrième principe veut nous dire. Cinquième principe, l'échange est bénéfique à deux partenaires. L'échange est bénéfique à deux partenaires ou soit à des nations. Le sixième principe que ça veut nous dire, en général, le marché constitue une façon efficace d'organiser les activités économiques. En général, le marché constitue une façon efficace d'organiser les activités économiques. C'est un principe que ça veut dire en un mot. Le gouvernement peut potentiellement améliorer le résultat du marché s'il y a défaillance du marché ou manque d'équité. Le gouvernement peut intervenir. Là-bas, j'ai même appelé du rôle économique de l'État. Là, l'État doit agir en fonction de son rôle économique qui parle de l'État régulateur. Là-bas, nous avons même lorsqu'il y a des marchés qui évoluent en système de monopole, l'État doit s'élever pour casser les monopoles, l'État doit s'élever pour faire qu'il y ait la concurrence. C'est ça. Huitième principe, la productivité est le facteur déterminant le niveau de vie d'une nation. Là, nous avons beaucoup expliqué dans ces principes. Il faut beaucoup produire pour que le niveau de vie puisse augmenter. Il ne faut pas s'attendre du coup comme ça que non, il y a un changement de niveau de vie, jamais. Neuvième principe, la croissance de la monnaie est la source
déterminante de l'inflation. Le planche à billets. C'est ça même la source de l'inflation. Deuxième principe. La société plutôt est confrontée à un compromis à court terme entre inflation et chômage. Je dis bien, lorsque l'inflation augmente, le chômage diminue. Lorsque le chômage augmente, l'inflation diminue. Nous reviendrons dans nos vidéos en avenir pour parler de la courbe de Phillips, pour parler de la notion d'inflation et chômage ici. Vous allez encore plus comprendre comment ça fonctionne. Nous sommes à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la thématique, prière seulement de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir toutes nos notifications. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, automatiquement tu en auras. Il faut seulement vous abonner sur notre chaîne YouTube qui se nomme Académie du Savoir, ou soit nous contacter sur notre numéro WhatsApp qui est le 00 243 81 040 82 52. Je réponds le numéro 00 243 81 040 82 52, ou soit même nous écrire, faire un commentaire sur la vidéo pour nous poser encore d'autres questions. On est obligé de vous répondre parce que c'est ça même notre but. Je vous remercie pour votre attention soutenue. On se voit prochainement.